de se donner l'autorisation à être bien dans son assiette, à être heureux dans son assiette, à être bien dans son corps, bien dans sa vie, bien dans sa tête, et ben c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, bienvenue dans ce 3e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Élodie Bossan qui est coach en nutrition. À travers ses programmes, elle a déjà aidé des milliers de personnes à se sentir mieux dans leur corps et à retrouver plus de vitalité. Et au quotidien, elle partage ses conseils sur son site foodjoie.com qui s'écrit FOODJOIE.com, mais aussi sur sa chaîne YouTube qui porte le même nom. Au cours de notre entretien, Élodie nous raconte son parcours personnel, les étapes et les prises de conscience qu'elle a dû faire pour s'accorder plus d'attention et prendre soin d'elle. Nous parlons aussi des bases indispensables pour être en bonne santé et ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Et si je dis se sentir mieux dans sa tête, ce n'est pas une erreur car comme vous allez le voir, l'état d'esprit joue un rôle essentiel pour notre bien-être physique. Avant de lancer la discussion, sachez que vous pouvez accéder à la retranscription écrite de notre entretien et aux notes de ce podcast en vous rendant sur le lien suivant extraform.fr/3, le chiffre 3. Bonne écoute. Bonjour Élodie et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Bonjour Xavier. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours ? Oui, bien sûr. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans le domaine de la nutrition. J'ai pas eu un parcours classique pour arriver là. À l'origine, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai été dans le domaine de l'enseignement dans une école pour des enfants de maternelle. Donc, à la base, j'ai pas de formation académique qui m'a menée naturellement à la nutrition. Par contre, ça a toujours été une passion. J'ai toujours adoré manger, cuisiner et tout ça. Et puis, j'ai aussi été confrontée à des problèmes de poids. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des façons simples de retrouver la vitalité que j'ai mis en place. Et au fur et à mesure, entre cette passion que j'avais pour l'alimentation et ces prises de conscience que j'ai eues sur les clés pour garder la forme à travers l'alimentation, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis, au fil du temps, j'en ai fait mon métier. Je suis devenue coach en nutrition. Et ça fait maintenant 10 ans que je fais cette activité-là. D'abord en présentiel chez les gens, en coaching. Et puis maintenant, beaucoup sur Internet. Est-ce que dans ton parcours, il y a eu un moment, un déclic qui a fait que justement tu t'es dit que la situation que tu vivais à ce moment-là, elle était plus acceptable et donc que tu voulais changer, ou c'est quelque chose qui s'est fait un peu sur le long terme? J'ai eu plusieurs gros déclics. Le premier, quand j'étais commerciale dans le secteur pharmaceutique, c'était de me sentir super mal parce que je réussissais très bien, je remplissais mes objectifs, j'étais une bonne élève dans mon entreprise, mais au fond de moi, j'étais malheureuse parce que j'avais envie d'aider les gens. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à déprimer, quoi, et à me sentir de moins en moins bien, avec de moins en moins d'énergie pour me lever. Et là, je me suis dit, il faut que je change quelque chose. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup travaillé sur moi, je savais pas trop quelle direction prendre, et je me suis laissée prendre par l'idée de faire un tour du monde, et je suis partie avec mon copain de l'époque, qui est devenu mon mari d'ailleurs, en voyage. Donc ça, c'était un premier déclic pour un peu casser la routine du travail salarié et me rendre compte que j'avais plus besoin d'aller au contact de mes rêves. Puis en rentrant du voyage, j'avais pas du tout envie de retourner à l'entreprise où j'étais avant, et je me suis dit, j'ai besoin d'identifier les domaines qui me passionnent. Et il y avait 2 domaines, c'était l'éducation et l'alimentation. Et j'avais une amie qui ouvrait une école alternative à Paris, et il se trouve que j'ai pu avoir la chance de commencer à avoir des activités dans cette école, à faire de l'animation, et puis ensuite d'avoir plus des activités dans le domaine de l'enseignement. Et c'est là aussi que j'ai eu des déclics, parce qu'à chaque fois que je créais des ateliers pour les enfants, j'avais toujours envie de faire des ateliers sur la nutrition, de les faire manger, de les faire cuisiner. C'était naturel chez moi. Et un jour, j'ai fait un atelier un peu plus spécifique sur la découverte de l'alimentation saine, parce que les enfants dont je m'occupais, déjà dès 3-4 ans, ils avaient des blocages alimentaires sur les crudités, sur les légumes.
J'ai organisé un grand buffet où il y avait plein de choses rigolotes aussi, comme du tofu, des graines germées, mais aussi des crudités. Et l'idée, c'était de faire un visage avec des morceaux de légumes et du buffet. Et c'est eux qui choisissaient. Ils avaient le droit de manipuler avec les doigts. Ils avaient le droit de se raconter des petites histoires et tout ça. Et il y avait dans la classe une petite Jeanne qui détestait les carottes. Et elle a décidé au cours de l'atelier de prendre un gros bâton de carottes pour faire le nez de son bonhomme. Et il se trouve qu'elle l'a mangé avec grand plaisir, très naturellement. Et elle est venue me voir, elle m'a dit « Ça y est, Élodie, j'aime les carottes. » Elle était hyper fière d'elle et tout. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Et le lendemain, la maman est venue me voir, elle m'a dit « Mais Élodie, comment t'as fait ?» Et je savais pas lui répondre, parce que pour moi, j'avais rien fait, quoi. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, j'ai compris que j'avais le début d'une pédagogie autour de l'alimentation saine et ludique et joyeuse, et que Jeanne avait été dans un cadre loin des injonctions parentales, finis ton assiette, dépêche-toi, mange tes légumes, loin du stress souvent maternel des mamans qui s'inquiètent parce que leur enfant ne mange pas certains légumes. Et en fait, elle avait créé sa propre relation à l'aliment autour du jeu. Et du coup, spontanément, elle avait eu envie de goûter et spontanément, elle s'était rendue compte que c'était bon. Et je me suis dit, mais si je peux aider un enfant à faire ça, je peux aider des enfants à faire ça, à manger des légumes, à manger plus sainement. Ensuite, ça veut dire qu'ils en achèteront pour leur famille, qu'il y aura plein d'effets positifs pour leur santé. J'ai trouvé que c'était super. Je me dis que je peux aussi aider des adultes qui sont des grands enfants et des entreprises. Et je me suis dit, allez, j'ai envie de développer cette activité. Puis avec le bouche à oreille, au fur et à mesure avec l'école, j'ai eu des coachings privés avec des enfants qui avaient des grosses difficultés alimentaires. Donc j'ai commencé tout de suite dans le dur sur le terrain. Et puis au fur et à mesure, j'ai coaché aussi des parents, puis des familles, puis en individuel, beaucoup de femmes qui avaient des soucis avec leur alimentation. Et du coup, ça en est devenu mon métier au fur et à mesure. Ensuite, j'ai créé mon entreprise. Alors tu disais que tu n'avais pas de parcours, on va dire, institutionnel de formation autour de la nutrition. Et du coup, comment est-ce que tu t'es formé ou tu as réalisé tes différents apprentissages sur le sujet? Ouais, alors je me suis beaucoup formée avec les livres. J'ai beaucoup lu sur la naturopathie, sur la macrobiotique. J'ai moi-même beaucoup expérimenté de choses sur moi. Parce que je pense que la nutrition, l'alimentation, c'est quelque chose de très concret. Il faut expérimenter plutôt que parler comme un bouquin et faire de la théorie. Je me suis formée aussi auprès du docteur Curtet en nutrithérapie. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais pas envie d'adhérer spécialement à une paroisse. J'appelle ça les paroisses dans la nutrition. C'est il y a les à fond vegan, à fond bio, à fond naturo, à fond paléo, etc., etc. J'ai testé tout ça. J'ai été végane pendant plusieurs années, j'étais végétarienne aussi, j'ai pratiqué le paléo aussi pendant un certain temps, et je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, si on veut vraiment être en phase avec elle, il y a des moments où on fait des extras, il y a des moments où on a envie d'être gourmand, il y a des moments où on a envie de faire des détox et de se purger un peu, et que finalement, ce qui est le plus amusant, je trouve, c'est d'arriver à jouer avec tout ça, tout en ayant des bases pour être sûr de rester tout le temps en bonne santé et de gérer les écarts. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai choisi, par exemple, de pas faire de diplôme diététique. Et puis un jour, je me suis retrouvée face à une DRH, puisque j'ai aussi animé des ateliers en entreprise, qui m'a dit « Non mais attendez, vous avez même pas de diplôme de diététicienne et vous voulez former nos salariés à l'alimentation saine au bureau chez nous, ça va pas le faire, c'est pas possible. » Et cet entretien, je suis sortie en larmes parce que moi, je savais que j'avais toutes les compétences et que j'avais pas besoin d'un diplôme pour aider les gens à manger sainement. Et en même temps, ça m'a beaucoup fait travailler sur moi. Et il se trouve que j'ai eu à nouveau un entretien de la sorte 3 semaines après. Et là, je lui ai dit, mais vous savez, j'ai pas de diplôme académique, mais j'ai un diplôme en résultat. Et là, je lui ai sorti une longue liste de toutes les personnes que j'avais aidées, des enfants, des familles, des femmes, qui ont changé leur vie grâce à mes conseils. En tout cas, j'ai contribué à leur permettre de vivre une vie non seulement plus saine au niveau de l'alimentation, mais aussi avec plein d'autres conséquences positives dans leur vie. Et à partir du moment où je me suis vraiment alignée avec ça, les portes se sont ouvertes aussi et j'ai pu développer tout ce que je développe en ce moment. Après, je me forme aussi un peu plus intensément en ce moment en naturopathie parce que je trouve que ça reste ce qui est le plus proche de ce que j'aime. Et donc, si tout va bien, je devrais être certifiée naturopathe en septembre de cette année.
D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la naturopathie, pardon? La Parce que naturopathie, je connais pas les grands principes finalement. bien sûr, la naturopathie, en fait, c'est une sorte d'approche de prévention. Le but, c'est d'aider les personnes à stimuler leur vitalité, à stimuler leur force vitale. Et pour stimuler la force vitale et la maintenir, il y a plusieurs axes. Il y a l'alimentation, mais il y a aussi plein d'autres axes. Il y a comment on gère l'équilibre acido-basique dans son corps, c'est-à-dire comment on fait pour faire en sorte que notre corps ne soit pas acide au quotidien, ou favoriser les aliments qui viennent alcaliniser notre terrain. Il y a plein de principes aussi autour de l'aromathérapie. Donc là, on rentre dans un autre champ lié aux huiles essentielles. On utilise aussi la phytothérapie avec les plantes. On utilise aussi la réflexologie plantaire. Donc en fait, ce que j'aime, c'est que ça va plus loin que la nutrition. C'est vraiment prendre l'individu sur un plan holistique, global. On le considère pas comme en fait, on regarde pas à la loupe le symptôme comme on fait en allopathie. Par exemple, une jambe cassée, hop, on va faire la loupe sur la jambe cassée, puis on va dire bon, faut s'occuper que de la jambe cassée et le reste on s'en fiche. On va regarder l'être humain dans sa globalité aussi, avec ses émotions, avec son terrain, et on arrive à identifier sur un plan morphologique aussi quelles sont les carences en minéraux, en vitamines, quelles sont les plantes qui peuvent venir soutenir. Donc en fait c'est très complémentaire à une approche purement nutritionnelle. Même si en naturopathie l'alimentation est un gros pilier. On arrive à résoudre beaucoup de choses déjà avec ça. Tu disais qu'il y avait des bases pour être en bonne santé. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces bases, justement? Oui. Alors, pas d'une façon très détaillée. Après, on rentrera dans le détail plus tard, mais justement, les piliers qui vont permettre aux personnes, selon toi, justement, d'améliorer leur santé, de se sentir bien au quotidien. Oui, bien sûr. Bah, là, je peux partir des grandes erreurs que les personnes font souvent. La première, c'est que beaucoup de gens me disent oui, mais pour mincir, il faut que je mange beaucoup moins et que je fasse beaucoup de sport. Et donc, ils rentrent dans un truc un peu extrême où c'est dur, où il faut en souffrir, où il faut avoir faim, etc. Mais le problème avec ça, c'est que si on se met comme ça à se priver fort et à faire des séances de sport intensives, le corps il va réagir. Les premiers temps, oui, c'est sûr, il va y avoir une perte de poids, on va se sentir allégé, mais par contre, le problème, c'est que ça déclenche un mécanisme de survie dans le corps. Et en fait, on est programmé pour résister à la famine. Donc du coup, le problème, c'est ce type de comportement, ça va faire baisser notre métabolisme. Donc du coup, à un moment donné, on va plus perdre de poids, on va stagner alors qu'on mange rien et qu'on fait du sport comme des dingues. Et donc l'approche, en fait, qui ressemble à une approche de régime, parce qu'il y a beaucoup de régimes comme ça qui sont assez drastiques dans leur approche, où boum, on change complètement sa façon de manger du jour au lendemain. Je la trouve pas pertinente, et j'ai vu les dégâts. Si je prends juste l'exemple du régime Dukan, par exemple, qu'on a appelé le régime du con aussi, j'ai vu sur certains blogs. Voilà, c'est une aberration. C'est une aberration parce que se mettre à manger des tonnes de protéines animales, ça acidifie énormément le terrain, ça aggrave certaines pathologies, et surtout, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait le régime Dukan revenir vers moi et me dire, en fait, j'ai repris tous mes kilos et je sais plus quoi faire. Et ça, c'est ce qui est le pire, parce que ça entraîne l'effet yo-yo, et le corps, du coup, ça l'abîme, ça le fatigue sur le long terme. Et là aussi. Est-ce que tu penses? Oui, vas-y. Est-ce que tu penses que la perte de poids, ça doit être un objectif en soi, ou est-ce que dès le départ, faut essayer de voir peut-être plus grand ou plus global, justement, au niveau de sa santé? Ah, complètement. Pour moi, en fait, la perte de poids, c'est le haut de l'iceberg. Les personnes arrivent et me disent, je veux perdre du poids. Ok. J'ai tout essayé. Alors très souvent, elles n'ont pas tout essayé. Elles ont essayé peut-être 3-4 régimes différents, mais bon, il y en a beaucoup plus. Bon, enfin, en tout cas, il y a beaucoup plus de méthodes pour mincir. Et elles me disent, voilà, je veux perdre du poids. Mais en fait, en dessous de l'iceberg, beaucoup plus profondément, il y a énormément d'autres choses à visiter. Parce qu'une personne qui est en surpoids, c'est souvent une personne qui s'écoute pas assez, c'est souvent une personne qui a des soucis avec ses émotions, c'est souvent une personne qui a des soucis avec son pourquoi, qui est pas au clair sur l'importance d'être en bonne santé pour elle, qui a pas mis au centre son corps, qui en a pas fait quelque chose de tellement important dans son quotidien qu'elle va pas négocier
et saboter ses séances de sport ou ses repas sains ou sa façon de faire ses courses. Donc en fait, il y a énormément de choses à dérouler et à mettre à plat quand on veut vraiment réorienter son alimentation de façon durable. Et moi, en fait, c'est mon travail. Les personnes viennent chez moi à 80% pour des raisons de perte de poids. Et moi, je les emmène dans complètement autre chose. Évidemment, on va parler de l'assiette, on va parler de ce qu'il faut manger, mais la plupart des personnes savent très bien quels sont leurs excès et qu'est-ce qu'elles ne devraient pas manger. On sait tous qu'on ne doit pas manger trop gras, trop sucré, qu'on doit manger 5 fruits et légumes par jour. On nous rabâche ces messages en permanence. Mais la question, c'est plutôt, ok, on sait ça, mais pourquoi on ne le fait pas? Et pourquoi on ne le fait pas, c'est parce qu'on s'intéresse pas à la cause. Et la vraie cause, elle n'est pas dans l'assiette. Donc dans mes programmes, je prends beaucoup de temps pour emmener les personnes vers qu'est-ce qui se passe en dessous, quelles sont les émotions qu'elles ressentent, quel est leur pourquoi c'est important pour elles de changer. Parce que la motivation, c'est un formidable levier et le fait de prendre soin de soi au travers d'une alimentation saine, c'est la clé en fait pour que ce soit durable sur le long terme. Ouais, et puis il y a aussi cette idée que, de réfléchir sur soi-même, c'est ça aussi qui va permettre d'installer les résultats sur le long terme. Complètement, parce que quelqu'un qui mange sainement, c'est quelqu'un qui s'aime, tout simplement. C'est quelqu'un qui met assez de soin dans son assiette et dans son hygiène de vie pour que les choses se passent bien et pour que son corps fonctionne bien. Quelqu'un qui mange pas sainement, c'est quelqu'un qui cherche un plaisir immédiat, mais plaisir immédiat qui lui nuit tout de suite, parce qu'en général, juste après, il y a la culpabilité, il y a le mal-être, il y a des soucis physiques et psychologiques liés à ça. Et donc, c'est quelqu'un qui s'aime pas, au fond. Et s'il s'aime pas, il y a une raison. Et souvent, il s'agit pas de rentrer en thérapie, de s'allonger sur un divan pendant 10 ans, c'est pas ça. Hein. Et souvent, on peut vraiment comprendre les choses qui bloquent très rapidement. Et du coup, en accompagnant ça avec un changement alimentaire, ça transforme en fait complètement les personnes, quoi. Tu dis très rapidement, c'est en général, tu commences à avoir des résultats auprès des personnes que tu accompagnes au bout de combien de temps? 1 mois. 1 mois, ouais, donc effectivement, très rapidement. Ouais. En 1 mois, on fait des choses formidables. Dans le programme de détox que j'ai, c'était un pari d'ailleurs que j'ai fait parce que je voulais accompagner les gens autour du principe de la détox. Où certes, il y a un peu de perte de poids, mais c'est surtout du nettoyage du corps, une sorte de reboot, quoi, comme si on redémarrait son ordinateur. Il y a beaucoup d'effets puissants autour de tout ça, aussi des effets psychologiques. Et j'ai fait le pari dans ce programme de passer la première semaine uniquement sur le mindset, quoi, c'est-à-dire le mental, l'état d'esprit. Et c'était un gros pari parce que les personnes qui avaient acheté le programme me disaient mais attends, moi je veux savoir ce que je dois manger, on est censé faire une détox, faut que je prépare mes courses, faut que j'aménage mes placards, mon frigo, dis-moi qu'est-ce qu'on fait. Et je disais non, on va d'abord s'occuper de vous, on va d'abord s'occuper de vos émotions, on va d'abord savoir quel est votre grand pourquoi, c'est-à-dire pourquoi vous voulez faire ce programme, quelle est votre vision de vous à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, qu'est-ce que vous voulez vraiment changer dans votre vie et quels sont les effets positifs de changer et quel est le coût de ne pas changer. Et une fois que tout ça s'était bien installé, qu'ils étaient au taquet du coup, au bout d'une semaine, avec leurs objectifs clairs, avec un plan d'action clair, avec un pourquoi clair, du coup là, on pouvait aller tranquillement vers l'assiette, les courses, et ça a fait que les personnes qui suivent les vidéos du programme, ça va nickel, elles n'ont aucun problème à faire une détox, leurs peurs sont effacées, tout va bien, et ça se déroule très bien jusqu'à la fin, parce qu'on s'est d'abord intéressé à la cause. Est-ce que justement, sur cette idée de détox, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors là, on a vu qu'effectivement l'aspect psychologique est très très important et même fondamental. Mais après, du coup, sur le côté, on va dire pratique et nutritionnel, est-ce que justement tu as des recommandations pour faire ce genre de programme, on va dire, sans forcément rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas forcément le temps, mais voilà, dans les grandes lignes. Oui, bien sûr. Alors, la base de la détox, c'est justement lié à l'équilibre acido-basique. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, sans expliquer ça non plus trop en largeur, mais notre corps, il a un système de régulation sur l'acidité et l'alcalinisation du corps. C'est un peu comme c'est comme la température dans le corps. Notre corps, il est la plupart du temps à 37 degrés. Mais si je te prenais la température, là, Xavier, maintenant,
peut-être t'es à 36,5, dans 1 heure tu seras peut-être à 37,1. En fait, le corps passe son temps à flirter à cet équilibre de 37 degrés en mettant plein de mécanismes en œuvre à l'intérieur pour tenter d'atteindre ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le corps qui fonctionne bien dans toutes ses dimensions. Et l'équilibre acido-basique, en fait, c'est un équilibre entre l'acidité et la partie basique, et donc on est censé être à un pH à peu près neutre dans le corps. Sauf que le problème, c'est qu'on acidifie notre corps avec beaucoup de sources acidifiantes dans nos vies modernes. Il y a bien sûr le stress, qui est un stress oxydatif qui vient acidifier le corps. Il y a la pollution aussi qui joue un rôle dans l'acidité du corps, mais il y a surtout l'alimentation. Et les aliments qui viennent acidifier notre terrain, c'est essentiellement les protéines animales, les céréales raffinées, le sucre, voilà, le fromage, les produits laitiers, extrêmement acidifiants. Donc, notre alimentation aujourd'hui, elle contient beaucoup ces produits-là, et ça nécessite, quand on fait une détox, de justement réduire et éliminer pendant un court temps ces produits-là pour venir alcaliniser son terrain. Et donc, à la place, on va mettre des aliments alcalins qui sont les légumes, principalement, surtout les crucifères, et également les fruits. Donc, certains fruits sont exclus, comme les agrumes, mais la plupart des fruits sont très, très basifiants, y compris les fruits secs, et aussi les fruits frais. Donc en fait, on va faire une sorte de nettoyage du corps. En plus, il faut savoir que tout ce qui est légumes et fruits, c'est riche en micronutriments. Les micronutriments, pour faire simple, c'est ce qui vient nettoyer les cellules, en fait. C'est ce qui vient aider le corps à fluidifier son activité et à se rajeunir, pour faire simple. Et après, tout ce qui est protéines et céréales, ce sont plein de macronutriments qui sont importants aussi pour le corps. Ce sont comme des grosses briques qui viennent construire une maison. C'est ce qui vient nourrir les muscles, entre autres. Mais le problème, c'est quand on en prend trop, du coup, ça vient encrasser le système. Alors que les micronutriments, du fait qu'ils sont microscopiques, ils viennent vraiment dans les profondeurs du corps pour nettoyer les cellules et pour régénérer le corps. Et du coup, quand on fait une cure comme ça d'aliments qui sont riches en micronutriments et qui sont riches aussi en alcalinisation du corps, et du coup, on va venir nettoyer, vraiment régénérer le corps en profondeur. Et c'est très important parce que quand on est dans une dynamique de perte de poids, si on se retrouve, comme avec le régime Dukan, à faire le plein d'aliments très acides et très riches en macronutriments, et du coup, on va épuiser en fait nos ressources intérieures. Et ça va faire que notre corps va s'affaiblir. Il y a un exemple qui est souvent donné en naturopathie avec les produits laitiers, parce qu'on nous dit oui, il faut manger beaucoup de produits laitiers pour avoir beaucoup de calcium. Sauf que comme les produits laitiers sont très acidifiants, ce qui se passe, c'est qu'en fait, notre corps, quand il y a trop de produits laitiers, il va chercher une source interne pour alcaliniser le terrain. Et il va chercher dans les sels alcalins des os. Ça veut dire qu'il va venir raboter nos os au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans les pays d'Europe de l'Ouest à avoir des très hauts taux d'ostéoporose, alors que en Asie, il y en a très peu. Donc en Europe de l'Ouest, on mange plein de produits laitiers et on a des os fragiles. Et en Asie, on en mange très peu et ils ont des os beaucoup plus forts que nous. Donc voilà. Oui, et puis en plus, pour cet exemple en particulier, je me souviens d'avoir vu une courbe où en fait on voyait quasiment en parallèle la croissance de la consommation de produits laitiers avec la croissance des cas d'ostéoporose. Alors je sais plus exactement dans quel pays d'Asie c'était, mais c'était vraiment flagrant où le fait que sur les 10 ou 20 dernières années, les deux montaient en parallèle et que finalement cette croyance qu'on peut avoir sur le fait que les produits laitiers sont importants pour renforcer nos os est loin d'être vraiment justifié scientifiquement. Tout à fait. Donc les principes de base d'une alimentation saine, c'est d'avoir un équilibre. On peut bien sûr manger des protéines, on peut également consommer des céréales si on le souhaite et si on en a vraiment envie et si on les digère bien, mais on a besoin de faire une grosse part dans notre alimentation aux légumes et aux fruits. Alors vous allez me dire, ça on le sait, on l'entend à toutes les sauces, etc. Mais le problème, c'est que le message, il est très controversé, enfin, il est très modifié par les médias. Quand je vois sur une canette de Minute Maid, donc un jus de pomme, que si on boit la canette de jus de pomme, c'est comme manger une pomme, ça rentre dans les 5 fruits et légumes par jour, ça me fait mourir de rire. Enfin, des fois ça me fait mourir de rire, des fois ça me met en colère. Mais ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est n'importe quoi, c'est vraiment se foutre des gens, quoi. Aujourd'hui,
oui, manger une pomme, mais pas boire un jus de pomme. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on boit un jus de pomme? C'est une bombe glycémique, donc ça va faire monter l'insuline. Donc ça va faire monter l'insuline, qu'est-ce qui va se passer? Ça va générer du gras et ça va faire grossir. Basiquement, hein, très basiquement. Par contre, quand on mange un fruit en entier, il y a les fibres qui vont faire que, oui, en effet, il y a une dose de sucre, de fructose en l'occurrence, mais qui va être modérée, le pic glycémique va être modéré du fait que il y a les fibres de la pomme. Et que du coup, il va y avoir le système digestif qui va être enclenché. Ça va pas passer directement dans le sang. Et puis surtout, il y a beaucoup plus de minéraux, de vitamines dans une pomme fraîche que dans un jus qui est là dans sa canette depuis X temps, sans compter toutes les substances nocives pour notre corps qui peut y avoir dans l'emballage de la canette. Donc bref, ça ne se compare pas, c'est juste incomparable. Et donc faut faire attention à ces messages-là. Il faut vraiment partir des choses. En fait, pour moi, une alimentation saine, c'est une question de bon sens. J'aime bien cette phrase que j'avais entendue une fois, si l'aliment que je consomme, si ma grand-mère ne connaissait pas l'aliment que je mange, ça veut dire qu'il faut pas que je le mange. C'est très vrai. Donc tout ce qui est aliments modernes, par exemple le surimi, ça c'est un exemple que je prends souvent. En plus, beaucoup de gens s'imaginent que c'est sain le surimi, alors que c'est juste une catastrophe écologique, parce qu'il faut énormément de ressources maïeutiques pour produire le surimi base, c'est-à-dire la pâte de surimi. En plus, c'est fait avec des déchets de poisson. En plus, il y a du glutamate dedans qui attaque le cerveau. On sait aujourd'hui qu'il y a des liens directs entre le glutamate et les maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. Et on vient nous faire avaler ça en nous faisant croire que c'est du crabe. Plein de gens qui croient que c'est du crabe, mais c'est juste un arôme crabe. Donc encore une fois, des additifs chimiques et industriels. Et c'est plein de sel. Donc il vaut 100 fois mieux manger du poisson frais que du surimi. C'est incomparable, encore une fois. Donc partir d'une alimentation locale, connue de tous depuis des centaines d'années, voire des dizaines d'années, en tout cas que notre grand-mère connaissait. Elle savait ce que c'était qu'une carotte, un poireau, une pomme de terre, voilà, des aliments de base qui sont 100 fois plus sains que tout ce qu'on veut bien nous vendre comme édulcorants ou produits light, qui sont juste des coups marketing en fait. Tu recommandes de faire les périodes de détox, tu les recommandes de faire sur combien de temps environ? Alors les périodes de détox, souvent ce qui est recommandé, c'est de les faire à ce qu'on appelle les demi-saisons en médecine chinoise, c'est-à-dire le printemps et l'automne. Parce qu'en fait, le printemps et l'automne sont pas des saisons franches comme l'été et l'hiver, qui elles sont franches, on voit bien la différence entre l'été et l'hiver, alors que printemps et automne, c'est des saisons de transition. Et c'est les saisons où notre corps est en train d'adapter ses rythmes biologiques au changement. Parce qu'on se rend même plus compte, mais en fait, notre corps fait un gros travail pour s'adapter au changement de lumière, au changement de température. D'ailleurs, souvent, les femmes ont des chutes de cheveux importantes en automne. Il y a plein de mécanismes qui se mettent en route, hormonaux et biologiques globalement dans le corps, qui font que ça nous demande un gros effort, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui font des dépressions l'hiver, où il y a ce fameux syndrome où dès qu'il y a un peu moins de lumière, un peu de froid, on se sent pas bien. C'est parfois parce que tout simplement le corps n'est pas bien accompagné et du coup avec des carences qui sont déjà là, ça va créer des problèmes ensuite au niveau de l'adaptabilité de la saison. Donc c'est vraiment bien de faire une détox en automne et au printemps. Ça vient nettoyer le terrain. Et ça vient du coup aider à retrouver de la vitalité pour être bien tout simplement et bien s'adapter au changement biologique, au changement de rythme à l'extérieur, météo quoi. Et aussi tout simplement aux aléas de la vie, le stress et toutes les choses qu'on peut avoir dans la vie. Donc en fait, la détox c'est non seulement une façon de s'alléger quand on a fait des excès, hein, c'est quelque chose qui passe bien aussi après les fêtes ou après des moments de famille où on a un peu exagéré. Mais ça marche aussi encore mieux au changement de saison. Après, idéalement, une détox peut se faire à chaque fois qu'on en ressent le besoin, quoi. Parce que la détox en soi, c'est un mot qui veut tout et rien dire. Chacun a sa façon de faire. Moi, j'ai une vision de la détox qui est très souple. Je pense pas que pour faire une bonne détox, il faut forcément manger 100% cru, ou forcément boire que des jus à l'extracteur, ou forcément
voilà, manger que un produit, genre faire une monodiète de pommes ou de raisins. Je pense que tout ça, c'est intéressant. Il y a pas d'exclusion. Par contre, le plaisir reste important. Et donc moi, la détox, dans mes programmes, je propose aussi des soupes. Donc avec des aliments cuits, avec des cuissons douces, mais avec des aliments cuits. Je propose aussi des salades. Et dans les salades, il peut aussi y avoir un peu d'épices et quelques graines. Et je pense qu'en fait, du coup, ça assouplit le mécanisme de détox qui fait qu'on peut facilement s'insérer une journée de détox après les excès des fêtes ou après une soirée un peu trop arrosée, juste pour, du coup, avoir les bases de savoir comment on régénère son corps facilement sans devoir acheter des produits très chers, sans devoir consommer des super aliments tout le temps ou passer des heures à faire ses jus à l'extracteur tous les jours. Ouais, donc il n'y a pas de durée, c'est-à-dire que ça peut très bien être une journée, comme ça peut être potentiellement, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, si on sent que ça, voilà, qu'on en a besoin et que ça nous fait du bien. Ouais, en fait, tout est possible. C'est vrai qu'il faut minimum une journée pleine, une journée, une nuit, pour commencer à drainer. Et ensuite, si on veut avoir des effets détox plus longs, il faut minimum 3 jours. Parce qu'en fait, c'est le temps d'adaptabilité du corps pour qu'il comprenne ce qui se passe. Quand on fait une détox, on change quand même beaucoup son alimentation par rapport à une alimentation standard de tous les jours. Donc le corps, il met un moment à se dire mais il se passe quoi là? Et d'ailleurs, il y a parfois des effets secondaires quand la détox est mal préparée, avec des maux de tête, avec des étourdissements, avec des sentiments de grand froid, avec des gens très très frileux par exemple, ou avec des palpitations. Et ça, c'est vraiment des signes de détox. C'est la preuve que le corps n'est tellement plus habitué à se drainer, à se nettoyer, que du coup, toutes les alertes sont en route. Le ventre envoie des messages, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a que de la salade là-dedans, j'ai faim. Il y a le psychologique qui se met en route avec des peurs aussi. Et il y a tout un système qui se met en route aussi de corps, de système de survie qui se dit non mais attends, faut que je me mette en mode économie d'énergie parce que là il y a un gros problème quoi. Jusqu'au moment où le corps comprend en fait ce qui se passe et il se dit ah ben tiens, je vais en profiter pour me nettoyer. Et en fait ce qui se passe aussi en détox, c'est comme on allège les aliments dans le bol alimentaire, donc du coup on n'est que en mode micronutriments, c'est beaucoup plus facile à digérer, c'est beaucoup plus léger que les macronutriments comme les protéines et les céréales, et du coup le corps a plus de temps pour s'occuper d'autre chose que de la digestion et il va pouvoir nettoyer en profondeur le foie, par exemple, qui est un organe extrêmement important. C'est ce qu'on appelle les organes émonctoires en naturopathie. C'est les organes qui sont là pour nettoyer le corps, qui travaillent beaucoup, mais si le système digestif est tout le temps chargé, mais ils n'ont pas le temps de bien faire leur travail. C'est là aussi où les reins vont mieux fonctionner, comme on boit beaucoup en détox et qu'on s'hydrate. Du coup, ça aide à beaucoup drainer à travers les urines. C'est aussi l'occasion pour la peau de mieux se drainer, parce qu'avec la transpiration aussi, on élimine des toxines. Et en détox, j'encourage beaucoup à pas faire des sports intenses, mais à faire des marches longues, à aller à la piscine, à faire travailler aussi un peu ce système. Il y a les poumons aussi qui travaillent mieux à travers, quand on perd un peu de poids, on arrive à respirer plus amplement. En fait, tous ces systèmes-là vont mieux travailler à la fois parce que la personne a un mode de vie différent et est en train de plus prendre soin d'elle, et à la fois aussi parce que le système digestif est allégé. Quand je t'écoute, ça me fait penser beaucoup, et ce qui est logique finalement, parce que c'est aussi le cas, mais ça me fait penser beaucoup aux bénéfices et aux bienfaits qu'on peut ressentir quand on fait du jeûne pendant un ou plusieurs jours. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà testé de ton côté? Oui, j'en ai fait plusieurs. Ouais. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que t'as senti une différence justement entre le fait de jeûner complètement ou le fait de faire une détox où justement tu vas entre guillemets que te contenter de d'aliments dont tu nous parles depuis tout à l'heure? Alors moi le jeûne, je trouve que c'est quelque chose de magique. Je trouve qu'il y a, et d'ailleurs on s'en rend compte de plus en plus, ça commence à faire son trou, que le jeûne en fait est une vraie technique thérapeutique. Il y a des personnes, il y en a plein, des cas qu'on peut retrouver qui sont documentés de personnes avec des cancers, personnes avec des maladies graves, qui ont eu des rémissions ou des fortes améliorations avec le jeûne. Et maintenant, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est qu'il y a une réelle amélioration pour tous les traitements, les chimiothérapies. Quand il y a un processus de jeûne qui est mis en place avant la chimio, le corps réagit beaucoup mieux. Et en fait, tout ça, c'est très logique parce qu'en effet, c'est le même principe dont je viens de parler, c'est-à-dire que quand on allège le système digestif, ça aide le corps à s'auto-nettoyer quelque part. C'est un peu comme si on avait une femme de ménage intérieur et quand elle a trop de travail dans la cuisine, donc le système digestif, elle a le temps de nettoyer que la cuisine, quoi.
Alors que quand il n'y a pas trop de travail dans la cuisine, elle a le temps de faire la salle de bain, les chambres et tout le reste. C'est exactement ça en fait. Et en jeûne, c'est encore plus fort parce que du coup, comme il y a quasiment rien à faire au niveau de la cuisine, là, on a le temps de faire les fenêtres et tout, quoi. La femme de ménage, elle y va à fond, elle y va en profondeur. Et c'est pour ça qu'il y a parfois de beaux résultats. Après le jeûne, l'inconvénient du jeûne, c'est pour moi en tout cas que c'est quelque chose qui est difficile à faire dans la vie de tous les jours. Quand on travaille ou quand on a un mode de vie, avec pas mal d'activités au quotidien, je trouve que c'est pas évident d'insérer le jeûne. En tout cas, moi, j'ai essayé de le faire et pourtant, j'étais pas chez moi. À l'époque, j'étais pour une semaine à la campagne et on a décidé avec mon mari de faire une semaine de jeûne. Et en fait, ça a été difficile parce que j'avais mon petit garçon de 2 ans qui mangeait quoi, évidemment. Et donc, je lui préparais ses repas. Et en fait, le fait de manipuler l'alimentation alors que je jeûnais, le fait d'être dans une maison où du coup, on était tous les deux et parfois on manquait d'énergie pour aller marcher, pour se dynamiser, etc. C'était pas un jeûne très agréable. Par contre, quand j'ai jeûné dans des structures où j'ai été marcher où j'ai vraiment pris une semaine pour moi, du temps pour moi où j'étais pas en train de gérer mes enfants, j'étais pas en train d'être dans la logistique encore un petit peu du quotidien. Là, j'ai eu des super expériences. Mais pour moi, un jeûne bien réussi, déjà, ça doit être un jeûne et randonnée parce que c'est indispensable d'activer son corps pendant la journée quand on jeûne. En fait, ça aide le processus de détoxification et ça aide surtout le corps à ne pas rentrer en mode économie d'énergie, repli sur soi, et être au fond d'un fauteuil avec ses couvertures et son eau chaude, quoi. Et dans ces cas-là, c'est vraiment pas une belle expérience à vivre. Alors que justement, développer les ressources de son corps, c'est un peu le forcer aussi à aller marcher alors qu'on a le ventre vide et à se rendre compte qu'en fait, on active du coup le corps et on lui montre que non, la vie continue, ça marche et il est temps qu'il se nettoie, quoi. Mais c'est difficile à faire dans la vie de tous les jours. Alors qu'une détox, c'est plus doux, en fait. Une détox, c'est plus facile à intégrer dans la vie de tous les jours. Moi, dans mon programme, il y a 3 jours de légumes et un peu de fruits. Il y a une phase de prépa de détox où on élimine les aliments au fur et à mesure. Ensuite, il y a une phase de sortie de détox où on les réintroduit au fur et à mesure. Et les personnes, si elles se sentent bien au bout de 3 jours, peuvent continuer 5 jours, 7 jours en mode beaucoup de légumes et un peu de fruits. Et en fait, comme c'est sous toutes ces formes, ça peut être des salades, ça peut être des smoothies verts, ça peut être des jus, ça peut être des soupes crues, des soupes chaudes. Et donc, les personnes s'amusent avec ça, avec toutes les recettes, et peuvent aussi l'intégrer plus facilement au bureau. Si elles ont envie, après leurs 3 jours, de continuer leur vie pro tout en étant détox, c'est plus facile d'amener une salade que de devoir rien manger du tout et du coup de subir des moments un peu d'étourdissement, etc., de pas pouvoir marcher comme on veut, comme c'est nécessaire au jeûne, etc. C'est plus intégrable en fait dans la vie de tous les jours. Oui, et puis il y a le côté social aussi qui rentre en jeu. Ça, c'est super important. Et autant les 3 jours de détox, ils sont facilement casables sur un week-end prolongé, autant pour les personnes qui veulent continuer, le jeûne, c'est quand même plus compliqué. C'est moins évident. Surtout quand on est débutant. Quand on est aguerri à tout ça, c'est plus facile d'intégrer les choses, mais quand on débute, je trouve que c'est vraiment bien de commencer par une détox parce que le jeûne, ça fait peur, ça demande quand même une préparation et ça demande de prendre un vrai temps pour soi, quoi. C'est, pour moi, pour qu'il y ait des bons résultats, c'est comme ça que ça doit se passer. T'en as parlé tout à l'heure sur le fait que justement tu avais testé différents types d'alimentation, on va dire. Et du coup aujourd'hui, parce que je me rappelle que la première fois qu'on s'est rencontrés, donc c'était il y a quelques années, et à cette époque-là, donc t'étais végétarienne. Et aujourd'hui, du coup, au final, qu'est-ce que tu pratiques dans ton quotidien? Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Moi, j'ai été déjà avant la phase où on s'est rencontrés, j'ai été végane pendant assez longtemps. J'étais végane stricte, donc je portais pas de cuir. Carrément, je mangeais pas de miel, enfin, tu vois, pour moi, c'était très important. C'était suite à des vidéos que j'avais vues sur l'exploitation animale.
voilà, liées à la viande, etc. Et ça m'avait beaucoup choquée. J'avais beaucoup pleuré. Moi, j'aimais énormément les animaux, donc j'étais très touchée émotionnellement. Et je m'étais dit, allez, c'est bon, je deviens végane, quoi. Et en fait, j'avais, pour être honnête, des frustrations par moments que je faisais taire en moi. J'avais des moments où j'avais envie de viande. J'avais des images qui m'arrivaient dans la tête, tu vois. Et je me disais, non, je suis végane, les animaux. Et puis, j'ai continué comme ça un certain temps, jusqu'au jour où j'habitais à Paris et je suis passée devant une rôtisserie, d'une boucherie, où il y avait des poulets rôtis qui tournaient, hein. Et j'ai eu une espèce de pulsion, mais vraiment forte, où j'avais une envie d'ouvrir les vitres et de croquer dans le poulet, quoi. Et c'était hyper fort. Franchement, j'étais à 2 doigts de le faire. Et je me suis dit, bon, là, il y a un souci, cocotte, ça va pas, quoi. Si c'en est à ce point-là, et puis je me sentais pas bien avec ça, je me sentais frustrée. À l'époque aussi, j'étais beaucoup dans la prêche avec mes amis. J'étais chiante, en fait. Au restaurant, j'étais là, tu manges de la viande, mais tu sais, la viande, non. Et au fond, j'étais pas très épanouie dans mon mode alimentaire. J'avais une fierté, mais j'avais plus trop de plaisir. Et puis j'avais carrément des grosses frustrations, et puis j'étais pénible avec mon entourage, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et puis ça s'est couplé avec une grosse fatigue à l'époque, où j'ai fait un dosage sanguin. Je me suis rendu compte que j'avais des grosses carences en vitamine B12 et en fer, alors que je prenais des compléments alimentaires. Je prenais de la B12 tous les jours. Bon, donc là je me suis dit, en fait, ok, moi je respecte 100% les véganes et tout, mais peut-être qu'à moi ça me convient pas. Peut-être que en fait c'est pas ce qu'il me faut à moi. Et peut-être que je peux être en équilibre avec mes valeurs et mon éthique, tout en étant en équilibre avec mon plaisir. Et du coup, j'ai remangé du poulet. Bon, évidemment, je l'avais sélectionné, mon poulet, hein, c'était un poulet bio, machin, que j'avais acheté localement, tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quand je vais manger mon poulet? Parce que jusqu'à moi, j'ai l'impression de manger du cadavre. Et en fait, j'ai eu un énorme plaisir à manger mon blanc de poulet, quoi. C'était un kiff énorme, quoi. Donc, je me suis dit, en fait, il faut que je régule les choses. Et je suis devenue végétarienne. Donc j'ai réintégré les œufs, j'ai continué une alimentation végétarienne, tout, mais bon, j'avais encore des envies de viande, quoi. Hein, c'était moins intense, mais c'était encore là. Et je me suis dit, je vais essayer de rentrer dans un mode un peu flexitarien, où de temps en temps, je mange de la viande quand je la sélectionne vraiment bien, que je connais la provenance, etc., et que ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que je mange essentiellement œufs, un petit peu de poisson à droite à gauche, et la viande c'est très occasionnel, c'est quasiment jamais de viande rouge, c'est surtout du poulet, un peu de dinde, ce genre de choses, et c'est quand j'en ai vraiment envie et que je connais la source, et du coup je me fais en mode extra kiff, quoi. Au même titre que qu'une personne qui mange sans sucre de temps en temps peut se faire un gros plaisir avec une pâtisserie. Je le vois un peu comme ça. Et aussi au fil des coachings que j'ai fait avec les personnes, parce que j'ai aussi accompagné beaucoup de véganes et de végétariens, je me suis rendu compte que en fait, pour moi, le secret aujourd'hui dans l'alimentation, c'est trouver cet équilibre entre ses valeurs, son éthique et son plaisir. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient en surpoids alors qu'elles étaient véganes, voire carrément obèses. J'ai eu des personnes aussi qui mangeaient bio et qui avaient des problèmes de poids. Donc en fait, c'est pas parce qu'on a ce mode-là alimentaire qu'on mange forcément sainement et qu'on est forcément bien dans ses baskets. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris avec mon histoire. Et donc, c'est pour ça que le piège, je trouve, dans l'alimentation aujourd'hui, c'est d'appartenir trop à une chapelle, à une paroisse, et du coup à rentrer dans la prêche et à s'astreindre et à être rigide et à se dire c'est comme ça et c'est pas autrement, je fais pas d'écart, etc. Parce que du coup, on perd un peu le sel de la vie, quoi. On perd un peu cette magie de l'alimentation, cette variété incroyable, cette richesse. Et notre corps est fait pour ça. Une des règles de base aussi et de bon sens dans l'alimentation, c'est de manger varié et d'écouter ses plaisirs, d'être à l'écoute de son corps. Et c'est ce que j'ai pas fait moi pendant longtemps quand j'étais végane. Avec cette histoire de poulet, j'ai enfin compris. Mais c'est ce que je cherche en fait à faire avec mes clients. Je les aide à faire des expériences. Ils font l'expérience de la détox. Dans d'autres programmes, je les accompagne dans l'alimentation sans gluten, sans lactose. Ils font l'expérience. J'ai souvent des personnes qui me disent « Ah, je me demande si je suis pas intolérante au gluten. » Et je leur dis « Mais essaye tout simplement. Essaye pendant 2 semaines de manger sans gluten
Et tu vas voir si tu te sens mieux. Tu vas voir si tu as un confort digestif. Tu vas voir si tu as un meilleur moral. Parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé aussi que les personnes intolérantes au gluten peuvent avoir des déprimes ou des émotions négatives. Parce que ça joue aussi sur ce système-là. Donc, en fait, il n'y a rien de mieux que l'expérience. Et en fait, plus on fait d'expérience, plus on a d'infos sur comment on fonctionne et ce qui nous correspond le mieux. Et c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, quand j'étais jeune maman, j'avais 14 kilos de trop et je suis restée avec mes 14 kilos de trop 1 an et demi après ma grossesse et j'en pouvais plus, c'était horrible. Je me détestais, je me regardais dans la glace, je portais encore mes pantalons de grossesse 1 an et demi après l'accouchement, quoi. Et parce que c'était les seuls dans lesquels je rentrais, je me refusais à m'acheter des plus grands pantalons. Donc c'était horrible, quoi. En termes de féminité, en termes d'image de moi, je me regardais dans la glace, je me détestais. Et en même temps, à l'époque, j'avais déjà commencé mon activité de coach en nutrition, je me sentais hyper pas alignée, hyper pas exemplaire. J'avais un problème, quoi. Comment ça se fait qu'avec tout ce que tu sais, t'arrives pas à l'appliquer? Et en fait, alors, il y a plein de réponses à ça, on pourrait faire presque une émission entière sur ce sujet-là, mais dans les prises de conscience que j'ai eues, c'était vraiment le fait que j'arrivais plus à prendre soin de moi, quoi. Que je mangeais du sucre tous les jours, des trucs sucrés, je mangeais du fromage tous les jours. Mais en fait, j'étais épuisée. Je m'occupais de mon fils qui faisait pas trop ses nuits. Bon, j'étais assez seule à la maison, etc. Et du coup, tous ces facteurs-là jouent énormément sur l'alimentation. Et si on n'est pas capable à un moment donné de revenir à soi et à ses besoins, tiens, de quoi j'ai envie? Le simple fait de mâcher aussi. Je vois tellement de personnes qui engloutissent leur alimentation. Prendre le temps de mâcher, de savourer, de déguster. 3 repas par jour, c'est 3 occasions d'être heureux par jour. Et à partir du moment où j'ai décidé de voir mon alimentation autrement comme une source de compensation par rapport à ma fatigue et mon mal-être, et accepter de me remettre au centre et de me dire maintenant je vais vraiment prendre soin de moi, et ben ensuite les choses sont venues. Et parce que c'était à sa place, c'était juste. Et c'est cet alignement que je cherche à développer chez les gens, pour les aider à trouver l'alimentation qui est juste pour eux. Et après, expérimenter le paléo, c'est très bien de faire le test, expérimenter le véganisme, c'est top aussi, le végétarisme aussi. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est c'est pas une religion, l'alimentation. On n'est pas obligé de rester dans un dogme toute sa vie. C'est important de jouer avec ça, de jouer avec les expériences pour ensuite pouvoir s'adapter en toute situation. Il y a une phrase sur ton site qui peut paraître un peu bizarre. Enfin, en tout cas, c'est un mot que tu emploies qui dit, enfin, la phrase c'est vous méritez d'être bien dans votre assiette. Et du coup, peut-être que le mot mériter peut être un peu étonnant pour tes lecteurs ou pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as employé ce mot. C'est pour moi un mot très important. En fait, c'est une façon de parler déjà un peu de mon approche. Mériter d'être bien dans son assiette, c'est arrêter de se saboter et soit de se sacrifier et d'être dur avec soi en mangeant pas assez, en s'affamant et en se serrant la ceinture, soit décompenser complètement, se gaver et chercher l'oubli et l'extase à travers une suralimentation. Quand on se dit je mérite dans la vie de façon globale, hein, je mérite d'être bien dans mon assiette, je mérite d'être heureuse, je mérite d'être aimée, je mérite de faire un travail qui me plaît, je mérite d'avoir de l'argent, voilà. Pour moi, c'est vraiment une notion de développement personnel. Et le fait de se donner le droit, de se donner l'autorisation à être bien dans son assiette, à être heureux dans son assiette, à être bien dans son corps, bien dans sa vie, bien dans sa tête, et ben c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et c'est comme ça aussi qu'on peut être exemplaire auprès de soi et auprès de ses proches et inspirer les gens. Et ça, c'est aussi une belle chose dans la vie. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un message que je répète beaucoup. Vous méritez, parce que j'essaie de l'ancrer dans le cerveau, dans le cœur des gens, pour qu'ils se disent mais ouais, après tout, moi aussi, je mérite d'être bien, quoi. Je mérite pas de me sentir mal dans mon corps, mal à l'aise, trop serré dans mes vêtements, tout le temps un ventre gonflé, pas bien, avec des problèmes de santé. Non, il mérite autre chose. Il mérite d'être heureux. Et voilà, c'est le message que j'essaie de faire passer à travers cette phrase.
Eh ben, c'est parfait pour conclure ce podcast. Je te propose de nous dire, à moi comme aux auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, s'ils veulent te suivre et en savoir plus. Bien sûr, ils peuvent aller sur mon blog qui s'appelle Food Joie. Donc c'est food comme en anglais, Food et JOIE comme la joie, foodjoie.com. Ils peuvent aussi taper mon nom, Élodie Bossan, ou Food Joie. Ça marche aussi sur YouTube, où j'ai beaucoup de vidéos gratuites pour conseiller et répondre à toutes les questions en nutrition. J'ai plein de personnes qui changent leur alimentation juste en regardant ces vidéos gratuites. Donc, pas hésiter à aller faire un tour sur YouTube. Eh ben, on ne manquera pas de le faire. Merci Élodie. Xavier, à très bientôt. Avant de se quitter, je souhaite juste vous rappeler 3 choses. Les notes de ce podcast sont disponibles sur la page suivante, extraform.fr/3, le chiffre 3. Ensuite, si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez vous abonner sur iTunes pour ne pas louper les prochains. Et vous pouvez aussi laisser un avis. Pour retrouver le podcast sur iTunes, c'est très simple. Vous pouvez soit chercher Parlons Forme dans le moteur de recherche d'iTunes, ou sinon, vous pouvez aussi accéder au lien suivant, extraform.fr/iTunes, et vous serez automatiquement redirigé vers la bonne page. Je compte sur vous, car ces abonnements et ces avis sont indispensables pour que le podcast gagne en visibilité et que ces messages pour une meilleure santé soient partagés au plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode et je vous dis à très bientôt.